j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va se retrouver vraiment pour papoter un peu. J'avais mis un sondage sur Instagram pour savoir si vous voulez que je témoigne un peu par rapport à mon handicap. Alors pour ceux qui ne le savent pas, je suis malentendante. Enfin je suis malentendante avec mes appareils auditifs. Mais je me considère comme sourde sans mes appareils auditifs. Je vais vous expliquer ça tout de suite. Juste dans un premier temps, je vais faire sur ce sujet différentes parties, des vidéos en différentes parties. Donc là, par exemple, je vais vous parler de comment on l'a découvert euh, et sur ma scolarité, que je suis allée jusqu'à un bac+2, donc jusqu'à mon BTS, comment ça s'est passé. Ensuite, en deuxième partie, je vais vous parler par rapport au monde du travail, comment ça se déroule, mais aussi par rapport à ma vie personnelle, comment je fais dans la vie de tous les jours, surtout dans une situation comme la nôtre, donc avec la crise du Covid-19, comment je fais par exemple par rapport aux portes du masque, comment je fais pour comprendre les gens. Du coup, voilà, donc je vous laisse tout de suite avec le reste de cette vidéo. Alors du coup, pour commencer, comme je vous l'ai dit, je suis malentendante avec des appareils auditifs. Alors c'est quoi une personne malentendante? C'est une personne qui n'entend pas très bien. Donc il y a différents degrés de surdité, ça aussi je vous en parlerai tout au long de la vidéo. Il y a différents degrés de surdité et une personne malentendante, donc elle n'entend pas très bien, elle entend, que ça soit avec ou sans des prothèses auditives, elle entend et elle peut quand même suivre une conversation avec une ou plusieurs personnes. Donc moi, avec mes appareils auditifs, je suis malentendante parce que j'arrive à suivre des conversations avec une et plusieurs personnes. Ensuite, sans mes appareils auditifs, je me considère comme une personne sourde parce que je n'arrive pas du tout à avoir une conversation avec quelqu'un quand je n'entends pas. Bien sûr, moi, il y a deux choses. En fait, une personne sourde ou malentendante, c'est pas que elle n'entend pas. Ça, c'est un problème que beaucoup de personnes n'arrivent pas à comprendre, on va dire. Une personne malentendante, c'est pas que elle n'entend pas, c'est aussi la compréhension en fait. Une personne malentendante ou sourde aura forcément besoin, tout dépend des personnes, tout dépend à l'âge. Une personne où on lui a découvert une surdité, parce qu'on va parler de surdité, et du coup elle a aussi besoin de la lecture labiale. La lecture labiale, c'est la lecture sur les lèvres. C'est pour ça qu'il est important, quand vous êtes en présence d'une personne sourde ou malentendante, de vraiment parler face à face. Donc ça aussi, je vous donnerai des petits conseils sur comment aborder une personne malentendante ou sourde, quelle position avoir, qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Donc ça aussi, je vous en parlerai, je pense, dans une autre vidéo où tout dépend de comment j'amènerai cette vidéo. Du coup, pour commencer, par rapport à mon histoire, on a découvert que j'étais donc malentendante, de surdité moyenne. On a découvert, j'avais l'âge de 4 ans, donc j'étais en moyenne section. Alors, on ne l'a pas découvert avant, parce que je vais revenir sur cette histoire de lecture labiale. On ne l'a pas découvert avant parce qu'il faut savoir qu'un enfant malentendant, avant qu'on découvre s'il est malentendant ou sourd, il va développer donc des capacités. Donc quand il grandit, il va développer la marche, il va développer la parole, donc plein de choses comme ça. Et généralement, pour les personnes sourdes et malentendantes, il va y avoir un retard de parole. Moi, pour mon cas, j'ai eu un retard, mais pas assez flagrant pour se dire qu'il y a un problème. Parce que, il faut savoir, si un enfant a un retard, ça ne veut pas forcément dire qu'il a un problème. Ça peut être juste, voilà, c'est comme ça, il a un retard, mais il va se rattraper. Ça ne veut pas forcément dire qu'il est malentendant, ça ne veut pas forcément dire qu'il est autiste, ça ne veut pas, voilà, plein de choses. On peut avoir un petit retard, mais ça peut être tout à fait normal. Donc, au bout du compte, mes parents ne s'en sont pas rendus compte sur le moment. C'est ma maîtresse de maternelle qui l'a découvert. Tout simplement, elle s'en est rendue compte parce qu'elle a remarqué que en cours de récréation, par exemple,
il y avait une petite clochette pour sonner la fin de la récréation. Et moi, souvent, j'étais au fond de la cour. Du coup, quand elle sonnait, bah, j'entendais pas. Du coup, je revenais pas. Et il fallait venir me chercher. Donc, il y avait déjà ça. Ensuite, elle a remarqué que quand elle expliquait une consigne devant tout le monde, moi, j'allais faire l'exercice. Mais quand elle expliquait la consigne vraiment dos à moi, par exemple, j'allais rien faire. Donc, au début, ils ont pensé que c'était un peu que j'étais feignasse, on va dire. Mais au fur et à mesure, elle a remarqué qu'il y avait un problème. Donc, elle a demandé à mes parents d'aller voir un spécialiste. Donc, voilà, donc on va voir un ORL. C'est le médecin des oreilles, du nez, pas de la bouche, mais de la gorge, il me semble. Et donc, on va voir un ORL pour savoir qu'est-ce que j'ai en fait. Du coup, il me demande de répéter quelques mots que j'arrive à répéter sans problème parce que vu que j'ai développé cette capacité à lire sur les lèvres très jeune, qui fait que j'ai pas eu un gros retard de langage, qu'on n'a pas pu découvrir plus tôt que j'étais malentendante. Parce que en fait, je suis née en 1999, donc maintenant, à l'heure actuelle, il y a des tests qui sont faits à la naissance pour savoir si un enfant, un bébé, un nourrisson qui vient de naître, est malentendant. Quand moi je suis née en 99, bah, on m'a pas fait les tests. Donc peut-être que si j'aurais fait les tests, on aurait pu savoir plus tôt que j'étais malentendante. Du coup, l'ORL me demande de répéter des mots. Je les répète sans problème, vu que j'arrive à lire sur ses lèvres, jusqu'au moment où il décide de mettre une feuille devant sa bouche. Alors à ce moment-là, je peux vous dire, plus de son, plus d'image. On peut dire ça comme ça. Je répétais aucun mot de ce qu'il disait. J'étais vraiment... voilà quoi, je répétais rien. Du coup, voilà. Alors tout ce que je vous raconte, c'est mes parents qui m'ont raconté. Moi, personnellement, je ne m'en souviens pas du tout. Sauf d'une seule chose, c'est que je vais vous en parler. Après, ça sera mes appareils auditifs. Donc, après avoir fait ces exercices pour répéter des mots, l'ORL me fait passer, je crois, un premier audiogramme. C'est là où il remarque qu'il y a des petits décalages au niveau des oreilles, que je suis de surdité moyenne. Donc, suite à ça, il demande à mes parents d'aller voir d'autres ORL spécialisés pour la surdité des enfants. Donc, mes parents prennent rendez-vous, donc on y va, les mêmes tests, un audiogramme. Alors, pour ceux qui ne savent pas, un audiogramme, ça se passe dans une cabine très isolée. C'est comme les cabines quand les chanteurs ils enregistrent la musique en fait, tout simplement. C'est exactement pareil. On va vous mettre un casque sur les oreilles et on va vous lancer des sons ou vous faire répéter des mots pour savoir si vous arrivez à comprendre. Et le souci de cet audiogramme, on va dire, c'est que, en fait, c'est un petit piège. Moi, ça a été mon petit piège, c'est que, en fait, quand ils m'ont fait répéter des mots par le casque, je n'avais pas de lecture labiale. Donc, il y avait des moments, bah, voilà, c'était pas trop ça. Donc, c'est comme ça qu'on a vraiment pu savoir exactement quelle surdité j'avais. Donc, j'avais une surdité moyenne. Ça aussi, je vous en parlerai. Il y a plusieurs types de surdité. Le mieux, c'est que je vous explique, je vous mettrai une petite image pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Donc, après ce deuxième rendez-vous avec les ORL spécialisés, on a notre premier rendez-vous chez l'audioprothésiste. L'audioprothésiste, c'est celui-là qui va fabriquer les appareils auditifs. Alors, les appareils auditifs, c'est pas que pour les personnes âgées, hein, bien sûr. Hein, parce que souvent, quand on regarde la pub, c'est ce que j'ai remarqué, quand on regarde les pubs à la télé, les appareils auditifs, c'est souvent des personnes âgées. Mais en fait, non, c'est pas que. C'est des enfants, des ados, des jeunes adultes, des adultes plus matures, des personnes âgées. C'est vraiment tout public. C'est pas que les personnes âgées. Alors, du coup, en fait, pour les appareils auditifs, on nous fait des empreintes avec une pâte bleue pour faire les embouts. Les embouts, c'est ce qu'on met ici, à l'intérieur de l'oreille. Je vous montrerai après sur mon propre appareil auditif, je l'enlèverai pour vous montrer. Et ensuite, on a normalement un tuyau qui remonte là, mais là, il est hyper fin. Et ensuite, on a un petit bidule derrière.
Je vais vous montrer un ancien modèle. Il fait partie d'un de mes tout premiers appareils auditifs. Donc ça se présente comme ça. C'était vraiment des très gros. Donc il y avait des couleurs pour se repérer sur la gauche et la droite. Surtout quand on est enfant, en fait, on n'arrive pas trop à déterminer notre gauche, notre droite. Maintenant, franchement, je les prends. Je sais laquelle est la gauche, je sais laquelle est la droite. Donc sur ça, il n'y a pas de problème. Donc voilà comment ça se présente. Donc elle fonctionnait par pile. Il fallait mettre des piles. Ces piles-là, alors à l'époque, ne sont pas... Il y a mon chien qui est là. À l'époque, elles ne sont pas remboursées par la sécurité sociale. Donc ça a été vraiment un très très gros problème. Maintenant, on peut se les faire rembourser, mais c'est toujours assez compliqué. Enfin. Donc j'ai eu mes tout premiers appareils auditifs en janvier 2004, il me semble. En janvier 2004, j'ai eu mes tout premiers appareils auditifs. Alors ça, je m'en souviens. C'est voilà. C'est pas mes parents qui me l'ont raconté, ça je m'en souviens parce qu'il y a des choses dans notre vie qui vont nous marquer et qu'on va s'en souvenir toute notre vie. Donc mes tout premiers appareils auditifs, j'étais assise entre mon papa et ma maman et juste avant il y avait une petite fille qui aussi allait avoir ses appareils auditifs, donc elle sort et on voyait bien ces appareils auditifs, je crois qu'ils étaient violets parce qu'on a la possibilité de changer les couleurs, tout ça quoi. On a la possibilité de changer les couleurs et mettre des motifs. Il y a des motifs zèbres, léopard, enfin c'était vraiment très sophistiqué. Et du coup pour moi, mes parents ils ont choisi quelque chose de très sobre, donc en rapport avec ma couleur de cheveux, pour éviter qu'on les voit. Parce que voilà, quand on est enfant, il y a les moqueries, il y a tout ça quoi. Du coup voilà, donc cette petite fille sort et mes parents m'ont dit voilà ce que tu auras, ça sera ça. Moi j'étais toute contente, j'allais avoir des appareils auditifs, tout ça. Donc on rentre chez l'audioprothésiste, hein, donc il me met mes premiers appareils, donc j'entends bien mes parents pour la première fois. Et ça par contre au niveau de leur réaction je ne m'en souviens pas. Mais je sais que ça a été quand même très fort en émotion, surtout pour ma maman. Et du coup l'audioprothésiste a dit les appareils, il faut que je les garde maximum 2 heures, pas plus. Sauf que moi en fait j'étais tellement contente de les avoir qu'il fallait me courir après pour me les enlever. Je voulais pas les enlever, je voulais qu'on me les laisse. Du coup je m'étais vite très adaptée à mes petits appareils auditifs. Enfin, mes gros par rapport à ceux que j'ai maintenant. Et au fur et à mesure, donc je suis retournée à l'école, il n'y a eu aucun souci, donc il fallait commencer les cours d'orthophoniste. Alors moi ce que j'appelle ça, pas vraiment, enfin, oui c'est une chance, enfin, c'est une chance mais c'est aussi un piège pour les autres, c'est que on dit souvent que je n'ai pas la voix d'une personne malentendante ou sourde. Je peux pas vous dire pourquoi. Enfin, je sais parce que déjà j'ai développé très tôt la lecture labiale, mais il y en a aussi qui développent très tôt la lecture labiale et qui vont avoir ce petit accent que peuvent avoir les personnes sourdes et malentendantes, qui franchement, enfin moi ça m'aurait pas dérangé d'avoir cet accent, mais c'est vrai que quand je dis à des personnes que je suis sourde ou malentendante, au départ, ils ne me croient pas parce que pour eux, une personne sourde et malentendante, ça parle pas correctement, ça n'entend pas correctement, enfin, voilà. C'est vraiment très 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 compliqué de dire que bah, on est malentendant, mais on n'a pas la voix qui va avec. Enfin, c'est complètement débile comme supposition. Du coup, quelques jours après avoir reçu mes appareils auditifs, ça c'est mon papa qui me l'a raconté, donc ça il s'en souviendra toute sa vie, c'est vraiment quelque chose qui l'a ému. Donc on va chercher le pain, juste en bas de là où habitaient mes parents, donc ils habitaient dans un immeuble. On va chercher le pain, et en sortant de la boulangerie, j'entends apparemment un bruit que je n'avais jamais entendu avant, quoi. Donc mon père pensait que c'était le bruit des voitures. Moi je lui disais non, c'était pas le bruit là. Et le bruit avait recommencé, donc je lui ai dit c'était celui-là. En fait c'était le chant des oiseaux que je n'avais jamais entendu. J'ai entendu le chant des oiseaux à partir de l'âge de 4 ans. Donc, pour mon papa il était vraiment ému par rapport à ça. C'est vraiment quelque chose qui l'a marqué.
Moi en soi je m'en souviens pas. Donc ça m'a pas forcément marqué. Mais sinon, ouais, ça l'a vraiment ému. Je sais que ça a été très compliqué pour mes parents. Bah, un handicap, c'est pas facile, surtout quand t'es enfant. Enfin, il y a les moqueries. Il y a aussi bah, les séances d'orthophonistes, psychologues. Enfin, c'était quand même une sacrée organisation. Mais du coup, pour en revenir à l'école, donc je suis retournée à l'école. J'allais dans une école normale. Donc j'étais la seule malentendante sourde de ma classe. Et du coup, bah, j'avais des séances d'orthophoniste après la récréation de l'après-midi. Donc je ne terminais pas complètement l'école. J'allais dans une autre école pour suivre des séances d'orthophoniste. Donc ces séances d'orthophoniste vont durer 1 heure, je crois, je m'en souviens plus trop. 1 heure tous les soirs. J'avais des séances d'orthophoniste. Et à l'époque, on ne travaillait pas le mercredi. Donc le mercredi, j'y allais le matin. Et je crois qu'on était en groupe. Et on était en groupe de 3 filles, donc malentendantes. À l'heure actuelle, je n'ai pas de nouvelles d'elles. Je ne sais pas ce qu'elles sont devenues. Enfin, voilà. Et du coup, c'était quand même un bon moyen de rencontrer d'autres personnes aussi malentendantes, créer des liens. Pour te dire, voilà, tu n'es pas toute seule à être comme ça. Après, moi, c'est vrai que étant petite, j'ai très bien accepté mon handicap. C'est quelque chose... Enfin, oui, ça m'a handicapée tout au long de ma vie. Mais je me dis qu'il y a pire. Il y a pire comme handicap que ce que j'ai là. Il y a vraiment des personnes, bah, ils n'entendent rien du tout. Ils n'ont pas la chance d'entendre. Il y en a, bah, ils sont coincés dans un fauteuil, malheureusement. Je me dis, oui, j'ai pas cette chance d'avoir un problème, on va dire, au niveau des oreilles. Mais je peux marcher, je peux respirer, je peux voir, je peux sentir, je peux sauter, je peux danser. Enfin, voilà quoi, c'est... Vraiment, il y en a, ils ont une situation bien pire que la mienne. Voilà, il faut savoir relativiser. Et quand j'étais petite, j'arrivais à me dire ça. Donc c'est peut-être aussi pour ça que j'arrivais à bien encaisser mon handicap. Au niveau de ma scolarité, donc j'ai fait une maternelle tout à fait normale, dans une école dite normale. Ensuite, de la CP à la CE2. Ouais, c'est ça, oui, c'est à la C2, à la CE2. Je suis restée dans une école dite normale aussi. Je continue mes cours d'orthophoniste après la récréation de l'après-midi. Sauf que les professeurs se sont rendus compte que j'étais de plus en plus fatiguée, puisque c'est quand même un rythme qui, pour une enfant de 6 8 ans, enfin, c'était vraiment très très dur. Puisque du coup, je rentrais chez moi. Il était 18h, 18h, fallait faire les devoirs. Donc c'était assez compliqué. Le lendemain, il y avait l'école. Enfin, c'était vraiment un rythme très particulier. Du coup, mes parents ont fait une demande à ce que je sois orientée dans une CLIS. Donc c'est une classe, je sais plus, classe pour l'inclusion scolaire, un truc comme ça. Je sais plus comment ça s'appelle. Mais maintenant, ça ne s'appelle plus comme ça. Ça s'appelle une ULIS, unité localisée pour l'inclusion scolaire. Donc, je crois que c'est des classes localisées pour l'inclusion scolaire. Et du coup, je suis allée dans une ULIS qui était quand même assez loin de chez moi, donc avec des personnes comme moi. Euh, du coup, quand je suis allée visiter cette école, cette classe, on va dire, c'était une classe de plusieurs élèves. Mais dans cette classe, il y avait les CE2, les CM1, les CM2. Donc il y avait plusieurs niveaux. C'était une classe, mais à plusieurs niveaux. Donc chacun avait son propre niveau, chacun avançait à son rythme. Donc j'ai fait la connaissance des élèves qui avaient l'air plutôt sympas à ce moment-là. Et du coup, moi, vu que bah, j'avais des gens comme moi, j'avais envie de foncer, quoi. Parce que voilà, je me suis dit ça peut être sympa aussi de rencontrer des personnes qui ont le même handicap que soi, ils seront plus compréhensibles vis-à-vis de toi. Enfin voilà, donc je me suis dit vas-y, fonce. Du coup, tu le regretteras pas. C'est ce que je m'étais dit. On est bien naïf hein, quand on est jeune.
Donc du coup, pour ma CM1, je rentre dans cette école spécialisée. La rentrée se passe super bien. Sauf que bah au fur et à mesure, bah, ça s'est empiré et je n'ai jamais su pourquoi il y a eu un tel acharnement sur moi. Parce que faut vraiment le dire, j'ai été harcelée. Ça a été vraiment très très dur. Déjà d'une première part, c'est parce que bah, ça arrive un peu à tout le monde, hein, mais j'ai eu des poux. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les poux, ça va sur les cheveux propres et non pas sur les cheveux sales. Et à cette époque, quand on est enfant, les poux, ça veut dire qu'on est sale. Donc, du coup, j'ai eu cet acharnement vis-à-vis de ça. Ça a été très dur. Et ensuite, il y a eu encore un acharnement, CM2. Je n'ai jamais vraiment su pourquoi il y a eu autant cet acharnement sur moi. De toute façon, quand on se fait harceler, on ne sait réellement pas pourquoi on se fait harceler, tout simplement. Donc voilà, jusqu'à la fin de ma primaire, mon parcours. Ensuite, pour le collège, j'ai continué à aller dans une Ulysse. Donc de la 6e à la 3e, je suis allée dans le même collège où il y avait une Ulysse qui était encore plus loin. L'école était encore plus loin que là où j'étais bah, en primaire. Donc je prenais un taxi, je me levais très tôt. Enfin, c'était les horaires du collège, quoi. Donc c'était variant, c'était assez, voilà, tonique, on va dire. Donc je fais ma 6e en Ulysse, on est 3 dans la classe, donc au début on s'entend tous bien, tout ça. Ma 6e, on peut dire, ouais, c'est plutôt bien passé. Franchement, ouais, il y a eu des petites histoires, hein, comme tout ado, enfin on va pas s'attarder là-dessus, hein, la 6e, franchement, ça va. C'est à partir de la 5e où c'est vraiment parti en cacahuète. Parce que je sais pas trop, j'ai mes professeurs qui pensaient à de la jalousie parce que j'étais quand même une très bonne élève, j'avais de très bonnes notes pour une personne en Ulysse. J'ai même alors qu'il faut savoir que quand on est en Ulysse, on ne passe pas le brevet des collèges, on passe je sais plus comment le certificat de formation générale, je crois, CFG, voilà, on passe le CFG. Et j'ai mes profs qui voulaient que je passe le brevet des collèges parce qu'ils trouvaient que j'avais le niveau pour le passer. Mais au final, bah, je ne l'ai pas passé parce que la principale ne voulait pas que je la passe. Je le passe plutôt. Du coup, j'ai passé le CFG. Pour en venir à la 5e. Donc la 5e, j'ai été harcelée. Encore, oui, mais pas par la même fille. Enfin, oui, c'était une fille. Elle était malentendante, elle aussi. Euh, Elle était malentendante et elle m'a harcelée jusqu'à la 3e. Et ça a été vraiment très très dur. Après, moi, j'ai cette capacité à beaucoup parler. Donc, à me confier facilement aux gens. C'est sûr, ça a été facile pour mes parents de se rendre compte du problème parce que je leur en ai parlé tout de suite. C'est pour ça que le harcèlement, c'est important d'en parler parce que si on n'en parle pas, on ne trouve pas de solution. C'est ça le souci. J'en ai parlé à mes parents ont communiqué avec le collège. Il y a eu des réunions qui ont été faites. Malheureusement, la fille n'a pas eu les sanctions qu'il fallait, donc elle a continué jusqu'à la 3e. Ça a été vraiment le collège. Franchement, la pire période de ma vie, je peux dire que c'est le collège. C'était vraiment la pire de pire. C'est, je sais pas comment expliquer le harcèlement. C'est mentalement, c'est très dur. C'est très dur. Enfin, si je vous raconte un peu ce qui s'est passé, c'était très simple. On me faisait des croche-pieds dans les escaliers. On m'éternuait dessus quand on me croisait dans la cour de récré. On me poussait sur des poteaux. Enfin, il y a eu tout un acharnement. Après, si vous voulez, je vous ferai une vidéo sur le harcèlement, il n'y aura pas de problème. Mais là, vraiment, on reste sur le sujet du handicap, on va pas essayer de s'éparpiller. Ensuite, donc, je suis allée au lycée. J'ai fait un bac pour accompagnement soins et services à la personne. Et les meilleures années de ma vie, franchement, j'ai eu des profs au top. Une classe, bon, malgré qu'il y ait eu des petits soucis, bon, c'est pas grave. Mais une classe, franchement, ouais, on peut dire géniale parce que
Enfin, on était quand même une très bonne classe, on s'entendait généralement tous bien. Après, moi, mon petit souci, c'est que j'étais la seule, parce que j'étais dans une classe dite normale, donc j'étais la seule malentendante de ma classe. Et au niveau de l'intégration, ça s'est plutôt bien passé, mais après, vu qu'on n'était qu'une classe de filles, c'était très bruyant. Donc c'était ça qui devenait un petit peu plus compliqué quand on est une classe de filles, c'est que bah, ça parle, ça parle, ça parle et ça parle. Et ça s'arrête pas, ça a du mal à s'arrêter. Et ça, c'est ça qui a été le plus dur. Mais sinon, en soi, c'était vraiment mes meilleures années. Et du coup, bah, j'ai arrêté l'orthophoniste parce que ça devenait très lourd hein, au niveau des emplois du temps. Parce que du coup, bah, j'ai j'ai eu un emploi du temps de lycéenne, hein, il y avait des examens, et puis je ne trouvais pas le besoin d'aller chez l'orthophoniste, parce que généralement, une personne malentendante ou sourde, on va lui faire des cours d'orthophoniste pour lui apprendre à parler. Moi, je n'en ressentais pas le besoin qu'on m'apprenne à parler. J'allais chez l'orthophoniste et c'était juste pour mes fautes d'orthographe parce que je suis dysorthographique. Tout simplement. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que généralement, quand on est malentendant et sourd, le français, ça va pas trop au niveau de l'orthographe, ça va pas être trop notre truc. Après, il y a des personnes sur des malentendants qui ont un très bon orthographe, hein, c'est pas tout le monde. C'est vraiment cas par cas. Donc, j'ai réussi à avoir mon bac avec mention bien. Donc, c'est sûr, ça a été vraiment un très très gros exploit pour moi parce que je suis arrivée quand même en seconde avec un gros retard scolaire. Vu qu'en Ulysse, on avançait à notre rythme. Si vous voulez, je suis sortie du collège, j'avais un niveau début quatrième. Donc, on arrive au lycée et on est censé avoir un niveau début fin de troisième. Non, j'avais un niveau début quatrième. Donc, j'étais assez décalée par rapport aux autres. Il fallait que j'arrive à me débrouiller à rattraper tout ce retard que j'ai réussi à rattraper sans problème. J'avais des cours de soutien. J'ai une ancienne prof qui m'a beaucoup aidée, donc qui était au collège. Cette prof-là, franchement, c'était mon idole. C'était mon idole quand j'étais au collège, quand je suis arrivée au lycée. Elle m'a pas laissé tomber, elle a continué à me soutenir. Malheureusement, elle a dû partir quand j'étais en seconde, en fin de seconde. Donc, parce qu'en fin de seconde, on a la possibilité de passer le brevet des collèges. Donc, je l'ai passé. Et que j'ai eu aussi. Donc, j'ai eu mon brevet des collèges. Grâce à elle, parce qu'elle m'a vachement aidée. C'est vraiment une prof qui m'a soutenue dans toutes les étapes, même quand je me faisais harceler. Donc, franchement, si elle passe pas là, je l'embrasse très fort. Du coup, après, j'ai eu un autre prof qui était aussi super sympa, que j'ai adoré. Qu'est-ce qu'il y a, mon chat? Tu veux faire partie de la vidéo? Non, mais non, viens! Balou! Bref. Balou! Du coup, j'ai eu un deuxième prof de soutien, donc le remplaçant de cette prof qui, lui, a pris le relais. Aussi super sympa, c'est aussi une partie grâce à lui que j'ai eu mon bac pro. En plus, avec mention bien. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai un grand frère et on a fait un pari, parce que lui, on a fait exactement le même bac. Donc lui, il l'a fait, moi j'ai suivi. On a fait exactement le même bac et il a eu son bac mention assez bien. Et moi, je lui ai fait le pari que si j'ai mon bac mention bien, il me payait un resto. Et du coup, j'ai eu mon resto. C'était super. Donc après le lycée, j'ai décidé de m'orienter vers un BTS service de prestation du secteur sanitaire et social. Donc ça, c'est un choix assez compliqué que j'ai dû faire parce que de base, je voulais devenir infirmière, mais par rapport à des raisons de santé. Ça, par contre, je ne vous en parlerai pas parce que c'est assez spécifique. Par rapport à des raisons de santé, je n'ai pas pu devenir infirmière. C'est pour ça aussi que je me suis engagée à la Croix-Rouge. Ça aussi, si vous voulez, j'en ferai une vidéo sur mon bénévolat à la Croix-Rouge. Il n'y a pas de problème sur ça. Donc, arrivé à mon BTS, une classe de filles encore. Donc, je me disais, je suis mal barrée là. Une classe de filles, j'ai vu ce que ça faisait en bac pro. Enfin, voilà. Donc, ma première année, c'est super bien déroulé. Ma deuxième année,
j'ai été un peu, ouais. Enfin, au niveau des notes, ça allait. C'était plus au niveau des... en fait, on va dire avec certaines... de mon groupe d'amis que j'avais de base. Parce qu'on peut dire que... j'étais un peu éjectée du groupe suite à l'arrivée d'une fille, tout simplement. Parce que cette fille, bah, je sais pas non plus ce qu'il y prenait. Enfin, voilà. Bon, ça, je veux pas en parler parce que ça sert à rien. Enfin, c'est des histoires de gamins. C'est voilà, c'est du passé. On laisse le passé dans le passé. Donc, j'ai eu mon BTS aussi. Donc, je n'ai pas souhaité continuer mes études. Tout simplement parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est enfant en situation de handicap, donc on peut faire un dossier MDPH, donc c'est la maison départementale des personnes en situation de handicap. On peut monter un dossier pour recevoir certains statuts, certaines aides. Pour le côté enfant, il va y avoir tout ce qui est l'accompagnement au sein de la scolarité. Donc par exemple, un enfant qui est dyslexique, dysorthographique, dyspraxique, on peut lui fournir, la MDPH peut lui fournir un ordinateur portable pour qu'il puisse écrire. On peut faire des demandes d'AVS. Les AVS, c'est les auxiliaires de vie scolaire. Il peut y avoir aussi des tire-temps pour les examens, pour les contrôles. Moi, par exemple, ça a été mon cas. J'ai fait une demande pour mon BTS à l'oral. Une interprète en langue des signes. Je vais en parler après. Donc, j'ai fait une demande d'interprète en langue des signes. Parce que, il y a certaines questions, j'ai besoin qu'on me les reformule. Et souvent, les BTS, c'est quand même des questions assez compliquées, assez complexes, que je ne risquais pas de comprendre. Et pour moi, c'était plus facile pour moi de les comprendre en langue des signes qu'en langue française. Au final, cet interprète n'est jamais venu au moment de l'examen. Mais j'ai réussi à avoir mon BTS quand même. Donc voilà, c'était pas tellement un frein. Mais je pense que ça m'aurait soulagée d'avoir l'interprète. Enfin, voilà, il y a plein d'aides qui peuvent être mises en place pour l'accompagnement de l'enfant au sein de la vie scolaire. Après, comme je vous l'ai dit, il y a des dispositifs, donc les dispositifs Ulysse. Alors, ces dispositifs Ulysse n'existent pas dans toutes les écoles. C'est vraiment... ça dépend des départements. Moi, là où j'habite, il y en a beaucoup, des dispositifs Ulysse. Et les dispositifs Ulysse sont faits par type de handicap. Donc, il va y avoir par exemple un dispositif Ulysse pour les malentendants sourds, un dispositif Ulysse pour les autistes, etc. Pour les enfants malvoyants aveugles, pour les enfants qui ont un handicap moteur. Enfin, voilà, c'est vraiment spécifique à. Du coup, il y a toutes ces aides-là pour la partie enfant. Pour la partie adulte, je vous en parlerai quand je vous parlerai de ça, je vous parlerai du monde du travail dans ma prochaine vidéo. Donc voilà. Je crois qu'on a fait le tour au niveau de mon parcours scolaire, au niveau de la découverte de mon handicap. Donc du coup, je vais vous montrer mon appareil auditif. Donc voilà, il se présente comme ça. C'est tout petit. Alors, oui, c'est un peu crade l'embout. Si c'est un peu jaune, c'est normal. C'est parce qu'on a du cérumen. Et vu que je l'ai, quasiment... En fait, je les mets quand je me réveille. Je les enlève quand je vais me doucher et quand je vais me coucher. Donc, je les ai tout le temps. Il y a une petite musique quand ça s'allume. C'est sympa. Donc, vous voyez, c'est vraiment très discret par rapport aux autres. Si on fait la différence, c'est vraiment, là ils sont vraiment tout petits et là ils sont vraiment très gros. Donc ça a vachement changé par rapport à il y a quelques années. Donc voilà, la nouvelle technologie, c'est très pratique en fait. Hein, après, moi en soi, ça me dérange pas qu'on voit mes appareils auditifs. Sur ça, je suis très ouverte d'esprit par rapport à ça. J'en rigole même des fois. Il faut savoir que j'ai un humour noir là-dessus. Je me lance des pics à moi-même. C'est très bizarre, mais
Voilà. Et du coup, j'aimerais vous parler un petit dernier truc, c'est la langue des signes. Donc, la langue des signes française, la LSF, donc c'est parler avec les mains, l'expression du visage. C'est très théâtral, on va dire. Et du coup, j'ai appris ça. J'ai commencé quand j'ai fait mes cours d'orthophoniste, on va dire. En CE1, j'ai commencé la langue des signes quand j'étais dans une classe dite normale. Et j'ai commencé à apprendre les bases, donc bonjour, merci, les formules de politesse et l'alphabet. On m'a aussi attribué un signe, parce que du coup, chaque personne sourde a son propre signe pour son prénom, pour éviter de l'épeler à chaque fois. Enfin, voilà, c'est toute une histoire ça aussi. Et quand je suis arrivée donc, dans ma première Ulysse, donc la CLIS, ils parlaient tous en langue des signes, donc ça aussi ça a un peu plombé mon intégration. Du coup, pour essayer de m'adapter à eux, m'amuser, non, mais je les imitais pour voilà, apprendre aussi la langue des signes. Et je sais que ça a été très mal perçu par eux. Ils pensaient que je me moquais d'eux, mais en fait, non, j'essayais de m'intégrer. Donc c'est comme ça que j'ai appris la langue des signes, à force de les imiter, de reproduire les gestes qu'ils faisaient. Et à parler comme eux. Aussi malheureusement, parce que du coup quand ils parlaient, en fait, c'était pas des phrases, c'était des mots. Et à la maison, bah, je faisais pareil, je parlais plus comme je parlais avant, je parlais vraiment comme une personne sourde, vraiment par des mots. Du coup, voilà. C'est fini pour cette première vidéo. J'espère que ce petit témoignage, cette première partie vous aura plu. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!